Bonjour à tous, bienvenue sur cette 13e séance en C++. Nous allons aborder ensemble les fichiers. Je ne vous ferai pas le détail de ce qu'est un fichier ou le système de fichiers que peuvent utiliser vos systèmes d'exploitation. Ce sont des concepts que nous abordons plutôt sur le cours d'architecture, mais là on va se concentrer principalement sur la gestion de fichiers quand vous programmez, et ici en particulier avec le langage C++. Alors si vous avez au moins quelques bases en informatique, vous utilisez des espaces de stockage, à commencer par le disque dur de votre ordinateur ou l'espace de stockage soit sous forme de carte ou même de mémoire interne sur vos téléphones, vos tablettes. Donc ça, je pense que c'est assez sûr pour tout le monde. Et vous allez pouvoir stocker de l'information, conserver de l'information, même si votre appareil est éteint, d'accord, c'est de l'information persistante. Et on va travailler avec des fichiers ou éventuellement des répertoires, mais ça rejoint tout à fait le même principe. Ce qui nous intéresse, nous avons deux informations importantes quand on est surtout utilisateur, en tout cas au niveau des fichiers, c'est leur nom, d'accord. Vos fichiers peuvent avoir un nom, et pour ceux en tout cas qui ne les masquent pas, et je vous avais conseillé sur Windows justement de les afficher, parce qu'elles ne sont pas affichées par défaut, l'extension. L'extension va permettre notamment aux applications de se baser dessus pour savoir avec quel logiciel, quelle application ouvrir, donc lire ce type de fichier. Alors, ce qui détermine le type réel d'un fichier, ce sont des données qui sont inscrites directement dans les octets en fait au niveau de l'information du fichier en lui-même, ou simplement éventuellement utiliser des types MIME, donc on peut avoir plusieurs mécaniques en tout cas pour déduire ou déterminer le type d'un fichier, mais l'extension elle sert surtout pour vos applications. Si l'application voit telle extension, donc elle sait qu'elle peut en tout cas lire ce type de fichier. Pourtant, l'extension n'a aucune garantie sur le type réel d'un fichier. On peut très bien avoir par exemple un fichier audio où je mets l'extension .jpeg, alors que l'extension .jpeg est normalement réservée pour une image. Donc on pourrait tout à fait, en tout cas, jouer là-dessus ou tromper une application avec ce genre de système. Donc une fois que vous savez ça, vous avez ces informations-là, on va pouvoir travailler avec nos fichiers en programmation. On va donc pouvoir lire sur des fichiers, donc des fichiers qui existent déjà, qui sont déjà en fait enregistrés, qui ont déjà une existence sur votre espace de stockage, donc ici votre disque dur, et on va pouvoir en écrire, que ce soit écrire sur un fichier déjà existant ou écrire sur un fichier qui va être créé, un nouveau fichier. Donc ça, il faut bien le comprendre, puisque mine de rien, c'est un concept qui n'est pas toujours évident pour beaucoup de gens, de bien faire la distinction entre ce qui va exister en mémoire vive, par exemple, d'accord, qui va être volatile, c'est-à-dire le temps que, par exemple, vous exécutez votre programme, vos variables, différentes données que vous manipulez existent le temps de l'exécution, et ensuite sont détruites, donc n'existent plus après, et la persistance des données qui consiste justement, et c'est là la solution apportée par les fichiers, de pouvoir écrire des données dans ces derniers, et une fois que vous avez quitté votre programme, ces données restent, les fichiers ne vont pas être supprimés, sauf si, bien évidemment, vous codez dans votre application le fait de supprimer ces fichiers. Donc c'est la solution au problème que nous pourrions avoir en programmation, qui est de se dire comment je peux conserver des données, parce que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent et que vous avez appris en C++ vous a permis de manipuler plein d'informations sans pour autant pouvoir les conserver à la fin de l'exécution de votre programme. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette séance. En C++, on va pas trop se prendre la tête sur les types de données en tout cas qu'on va manipuler, les outils. On n'a pas encore abordé le chapitre sur la programmation orientée objet en C++, je le garde pour plus tard. J'aurais pu le voir avant que nous voyions justement ce concept de fichier. J'aurais pu très bien aborder ça avec vous un peu plus tard, mais pour changer un peu et pas forcément faire la même structure d'une formation à l'autre, entre des langages qui sont assez similaires, j'essaie de le changer un petit peu pour avoir d'autres plans de cours, et puis vous avez de toute façon tout ce qu'il vous faut pour aborder ça. Donc vous n'aurez pas forcément toutes les connaissances de ce qu'il y a derrière les outils que nous allons manipuler, mais c'est des choses que vous allez apprendre par la suite, et après vous comprendrez l'ensemble des choses, en tout cas dans sa globalité. Pour manipuler nos fichiers, on va travailler avec des flux. C'est-à-dire que là, ma vidéo s'appelle fichier au pluriel, mais en réalité, j'aurais pu parler de flux. C'est juste que là, on va se concentrer sur les fichiers, mais en fait, on parle de flux. Jusqu'à présent, vous aviez, par exemple, fait de l'affichage en travaillant sur des flux. On travaillait en fait sur la sortie standard, c'est-à-dire d'afficher ici, en l'occurrence, à l'écran, donc dans une console, dans un terminal, un message avec, par exemple, std cout, d'accord ? Travailler directement avec la bibliothèque standard et cet objet-là un peu particulier, cout, que nous avons vu maintenant à maintes reprises, pour pouvoir afficher quelque chose à l'écran. Et nous avons fait également de la lecture. Ici, on va parler de flux, et on va parler de flux suivant le type finalement de flux que nous voulons. Un flux de sortie et un flux d'entrée. On va utiliser le flux d'entrée pour de la lecture, d'accord, récupérer les données de quelque part, et le flux de sortie pour de l'écriture, donc là le fait d'enregistrer quelque part, en l'occurrence ici dans des fichiers. On va ajouter le bon en tête qu'il faut pour cela, qui est fstream, qui
contient évidemment plein d'outils que nous pouvons utiliser, mais vous allez voir que pour la gestion de fichiers, on n'en a pas beaucoup, et c'est là aussi tout l'avantage. On n'a pas trop à se poser de questions sur quoi utiliser, même si bien sûr C++ a évolué, il y avait des outils qui étaient plus anciens, qui ont été remplacés par d'autres, donc en réalité il existerait beaucoup plus d'outils que ceux qu'on va voir en vidéo, mais on va aborder les choses en tout cas telles qu'elles se font maintenant. Commençons par de la lecture. J'ai déjà créé un fichier en amont, je vais vous montrer parce que c'est bien quand même de voir un peu ce que nous avons dedans. Vous voyez un peu le formatage ici. C'est le moment de voir avec vous, ou en tout cas de vous expliquer un peu, de faire la distinction entre les différents modes, ou en tout cas les types de fichiers que nous pouvons avoir de manière générale. Et ça, ce n'est pas propre à la programmation C++, c'est propre au système de manière générale, d'accord, à la gestion qui est faite par les systèmes de fichiers, chose, encore une fois, je vous dis qu'on peut aborder en architecture, mais pas forcément sur ce cours-là. On va distinguer deux choses, même si en réalité nous n'en avons qu'une seule. On va démystifier un petit peu les idées qu'on peut avoir là-dessus. Nos ordinateurs actuels, d'accord, l'architecture moderne des ordinateurs que nous avons, qui d'ailleurs n'a pas tellement évolué hein, au niveau de l'architecture pure, en tout cas de la gestion de l'information, nous travaillons avec des bits, d'accord. C'est des suites de 0 et de 1 qui forment donc des octets, un octet 8 bits ici, et nous travaillons avec ces données telles quelles, d'accord. Tout part de là, c'est la base de l'informatique, c'est des choses que nous avons vues sur le cours d'architecture. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir sur cette playlist, et vous aurez plein d'informations détaillées sur le sujet, et l'information est ça. L'ordinateur code ensuite l'information en binaire, ce qui travaille avec des 0 et des 1. Donc on va travailler de manière générale avec du binaire partout. En fait, tout est binaire si on veut pousser un petit peu les choses très loin. Pourtant, par abus de langage, ou plutôt on va dire peut-être par facilité de compréhension et d'usage, quand on fait notamment du développement pour les fichiers, on va distinguer deux types de fichiers. Alors n'oubliez pas, gardez en tête quand même un jour dans votre esprit que dans tous les cas, tout reste du binaire de manière générale, mais nous allons quand même faire la distinction entre un fichier qui est binaire, d'accord, on va parler plutôt de mode binaire, et un fichier qui est de type texte. Pourquoi on va faire cette distinction? C'est très important. Le premier sera composé de caractères, donc ici c'est un fichier texte, d'accord, c'est un fichier que je peux lire avec un éditeur de texte, un éditeur de code, sans problème, c'est humainement lisible, même si derrière, comme je vous l'ai expliqué, nous avons du binaire, parce qu'il faut pouvoir coder ces informations, on a la table ASCII, on a l'Unicode, etc. Donc il y a quand même une histoire de binaire derrière, mais peu importe, on met ça de côté. On travaille donc en mode texte, d'accord, et vous allez avoir le mode binaire, c'est-à-dire vous allez avoir un fichier qui va avoir éventuellement un en-tête, qui va avoir donc une signature, et tout un tas d'informations qui peuvent d'ailleurs être aussi des caractères, c'est même très souvent le cas, et qui ensuite vont produire un format, finalement, vont déterminer, donner existence à un format de fichier qu'on utilise. Quand vous avez vos images sur votre ordinateur, vous pouvez considérer que ce sont des fichiers en mode binaire, d'accord. Une musique, c'est du binaire. Une vidéo, pareil. Un jeu vidéo, un exécutable, pareil. Et on fera la distinction avec le fichier texte. C'est important de faire cette distinction puisqu'en programmation, nous avons donc les outils que nous manipulons pour ouvrir des fichiers, distinguent les deux modes. Vous pouvez faire de la lecture et de l'écriture en mode texte, donc on va travailler principalement avec des caractères, on considère en tout cas les choses comme étant des caractères, et en mode binaire, où on considère en fait les informations comme une suite d'octets. Donc d'ailleurs, si j'essaye dans mon éditeur de code ici d'ouvrir un fichier binaire, eh bien j'aurai des caractères, voilà, tout bizarre, ça ne sera pas forcément un fichier comme il faut, sauf si vous avez un éditeur qui est capable de l'interpréter ou éventuellement de compacter l'affichage en hexadécimal, etc. Si vous voulez un jour manipuler des fichiers en mode binaire, utilisez un éditeur hexadécimal. L'éditeur hexadécimal, encore une fois, va faire ce que je vous dis juste avant, va afficher des données binaires, mais va les compacter en hexadécimal, en base 16, et vous pourrez comme ça, comme un éditeur de texte ici, éditer en fait les valeurs hexadécimales. Donc là, si je change tigre par autre chose, d'accord, voilà, j'ai changé les caractères. Donc mon fichier, je pourrais le lire avec les modifications que j'ai faites. Sachant, j'ai fait un CTRL-S que vous n'avez pas forcément vu parce que je ne l'ai pas fait depuis le menu, je l'ai fait avec mon clavier, pour enregistrer le fichier. N'oubliez pas cette histoire de persistance des données. Tant que je fais ça, là mon fichier n'a pas été mis à jour sur mon disque dur. D'accord? Il n'y a pas, là actuellement c'est en mémoire vive. Là c'est dans la RAM de l'ordinateur. Au moment où je fais le raccourci universel CTRL-S, ça sauvegarde le fichier et là c'est effectivement enregistré sur le fichier, ça l'a mis à jour, ou même ça a créé un nouveau, mais peu importe. Et là, c'est effectif. Donc là, si je redémarre mon ordinateur, je rouvre ce fichier, je trouverai cette information-là. Si en revanche, je fais ça, que c'est encore en mémoire, je fais un reset de l'ordinateur, et bien vous verrez que chat n'aura pas remplacé ti, je retrouverai la version d'avant parce que la sauvegarde n'a pas été faite. Donc très important, j'insiste sur ce fait, il y a peut-être des gens pour qui c'est évident de se dire, bah oui, si on n'enregistre pas un fichier, les changements ne sont pas pris en compte, mais j'ai eu tellement de retours de personnes qui ne comprenaient pas ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont vraiment pas, qui n'ont pas trop l'habitude d'utiliser un ordinateur, ou pour qui c'est assez nouveau, même s'ils se lancent dans la programmation, que je tenais à insister un petit peu sur ce point-là.
Donc ça, c'est l'information que je voulais donner à ce niveau-là. Donc voilà comment on va distinguer les choses. Mode texte, considérez, ce sont des caractères, vous pouvez ouvrir ça dans un éditeur de code, un simple bloc-notes, etc. Voilà, c'est lisible, vous pouvez l'ouvrir avec les applications les plus classiques. En mode binaire, c'est une suite d'octets, il faudra, dans l'idéal, ouvrir ça avec un éditeur hexadécimal si vous voulez l'information telle qu'elle est. Sinon, si vous l'ouvrez ici, eh bien en fait votre éditeur va essayer de l'interpréter comme étant des caractères. Mais une suite d'octets, ce ne sont pas vraiment des caractères, ce sont des 0 et des 1. Après, on peut coder ça en binaire, en hexadécimal, en ce qu'on veut. Il n'en reste pas moins que derrière, nous avons une suite d'octets, donc des bits d'information. Ceci étant dit, et c'était je pense le plus important pour bien savoir ce qu'on fait ensuite et ce qu'on manipule, on va pouvoir lire ce fichier. Donc le but du jeu ici, c'est d'ouvrir ce fichier depuis notre programme en C++ et de pouvoir comme ça afficher les différents noms d'animaux. Donc pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi ce choix, vous voyez qu'ici on a des félins, ici nous avons des poissons, à la troisième ligne nous avons des oiseaux et ensuite nous avons des reptiles. Donc j'ai plus ou moins fait une ligne par catégorie d'animaux et ensuite une petite liste comme ça d'animaux différents du même catégorie on va dire. Voilà, on y va. Nous allons déclarer un ifstream, donc i pour input, f pour file ou pour les flux tout simplement, et stream tout simplement pour le flux. Voilà, donc c'est un fstream, c'est un flux de fichiers ici en l'occurrence. Je vais appeler ça f, je ne vais pas m'embêter, et je vais choisir le fichier à ouvrir, donc moi c'est animals.txt. Donc là, mode texte, classique, il n'y a pas de problème. Par défaut, vous verrez, parce qu'on va aborder les modes, on verra qu'on peut ouvrir un fichier sur différents modes, dont le mode binaire, je le montrerai très rapidement. Il va s'ouvrir sous ce mode-là. Donc ça s'écrit depuis à partir de l'espace de nom de la bibliothèque standard, iOS pour Input Output Stream, et ensuite out, parce qu'ici nous sommes par défaut, or pas en écriture, pardon, mais en lecture, voilà, en in. Ceci étant fait, on va pouvoir lire l'information. Le plus simple, tout ce que vous avez vu, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'en réalité ce sont des flux derrière tout ça. Là effectivement la vidéo porte sur les fichiers, mais de manière plus globale on va parler de flux. Souvenez-vous de ce que vous avez vu avec cout et cin pour de la lecture et de l'écriture, donc la lecture depuis le clavier et de l'affichage sur votre écran en console. Vous allez pouvoir utiliser les mêmes mécanismes. Vous allez voir, c'est très facile. Voilà comment que ça va se passer. Alors il me faut l'information, parce qu'en fait vous voyez que ce sont finalement des noms, vous voyez ce sont des caractères, donc ce sont des chaînes de caractères. Donc a priori ça ne me semble pas déconnant de faire ça. Alors on va rajouter un petit string, hop, ceci, name, on va laisser vide, tel quel, et ensuite on va simplement dire, depuis mon fichier, donc je lis depuis mon fichier, et je mets dans cette variable name. Et après, tout bêtement, on va afficher l'animal que nous venons de lire. Allons-y, on va compiler tout ça. Classique, on a quoi? On n'a qu'un seul fichier, donc ça ira bien comme ça. Que j'ai pas oublié la moitié dans ma commande, mais c'est bon. Et voilà, nous avons lu tigre et nous l'avons affiché, on l'a bien récupéré dans une variable. Donc vous voyez que c'est très simple. C'est comme cin, c'est exactement pareil, sauf que nous travaillons avec un autre type de données. On a vraiment un côté, en fait nous avons un outil, et en fait on utilise les mêmes opérateurs comme on le fait partout. C'est là l'avantage du langage de programmation, c'est qu'on ne va pas s'embêter à faire les choses autrement. En fait, on considère que lire depuis le clavier c'est un type de flux, d'accord, et un fichier, c'est un type de flux. Donc comme on part du principe ici que nous faisons de la lecture ou de l'écriture sur des flux, et en fait peu importe le type de flux que vous avez derrière, la mécanique est toujours la même. Donc ça c'est vraiment le côté super pratique, c'est qu'en réalité, sans le savoir quelque part, à moins vous ne connaissiez évidemment pas ces types là d'informations, mais en fait vous saviez déjà lire et écrire dans des fichiers quand vous avez appris à afficher des données à l'écran ou lire depuis le clavier d'utilisateur. Donc ça vous a fait apprendre beaucoup de choses sans même le savoir. Si je veux lire le deuxième mot, parce que là on voit que finalement on a lu tigre, si je veux lire lion ici, il n'y a pas de problème, on va refaire l'information telle qu'elle. On va remettre dans la même variable. Ce qu'on va faire c'est ça, on va les mettre ensemble ici, et ça à la rigueur on va le mettre là. Voilà, on va recompiler, on va remontrer un petit peu ce que ça nous donne, pour voir un peu comment que cela se passe. Donc vous voyez, pas de problème, on peut lire l'information comme ça, et je pourrais faire ça pour tout, et là j'ai pas besoin de faire davantage, ça va faire gagner un peu de temps sur la vidéo. Si vous voulez lire l'intégralité, vous bouclez, mais ça normalement vous êtes censé le savoir. Si on veut répéter une instruction un certain nombre de fois, on utilise des boucles, on va utiliser ce système d'itération. Si on l'abordera peut-être un peu plus en détail concernant les itérateurs, mais voilà ce qu'on retrouve pour pouvoir lire l'ensemble du fichier, et il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Bien sûr, suivant le type de l'information que vous voulez récupérer, vous pouvez utiliser un autre type. Voilà. Là c'est une chaîne de caractères, j'utilise string, mais si je veux récupérer dans un entier, je peux utiliser un autre type que string.
Donc, bien sûr, c'est vous qui adaptez, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors ça, c'est bon. Alors il y a pas mal de choses qu'on avait, enfin que j'avais expliqué assez vite, notamment quand on a abordé Cout, etc. sur les flux. Rappelez-vous, je vous avais parlé de la mémoire tampon, du fait que le buffer en fait ici, ensuite on avait le flux, le tampon en fait qui était vidé. Je vois qu'on faisait appel à end ici, end L, qu'on pouvait d'ailleurs éviter en faisant un anti/n. Donc bien sûr, tout cela s'applique aussi. D'ailleurs pour ça que là entre les deux affichages, j'ai eu un retour à la ligne puisque j'ai utilisé ceci. Si je l'avais enlevé, on comprend bien que ça ne se serait pas passé comme ça. Donc ça, je vais pas revenir dessus, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour l'expliquer dans les premières vidéos du cours. Donc évidemment, les règles s'appliquent pareil. On utilise le même système, encore une fois, de flux, les redirections, etc. Donc tout fonctionne pareil, hein. Les règles sont toujours les mêmes à ce niveau-là, ça ne change pas. Donc là, on n'a pas beaucoup de code, donc je me permets de répéter ça. Mais c'est sûr que si on voulait être un peu plus efficace, on éviterait peut-être de le faire. On mettrait un petit anti/n éventuellement, pour faire les choses un peu plus, on va dire, un peu plus correctes. Voilà, donc même chose, hein, tant que le flux n'est pas vidé, effectivement, tout est gardé dans la mémoire tampon, donc n'est pas effectivement affiché, par exemple. Donc ça rejoint tout ce que j'ai pu vous dire au début du cours C++. Ok, voilà pour de la lecture. Comme ça, vous avez un petit peu les différentes informations. Si on veut changer le mode, je ne vais pas encore une fois me montrer en pratique directement, parce que c'est juste changer le mode et ça change bien sûr le comportement d'ouverture. Donc ça, je vous ai dit, pour de la lecture, c'est le mode par défaut, d'accord ? Et si je veux par exemple écrire, alors là je vais écrire dans un nouveau fichier, je ne vais pas forcément le faire sur celui-ci. Donc on va faire l'inverse, hein, finalement on a vu ça. Après on abordera d'autres choses. Pour finalement Alors même avant de passer pour de l'écriture, on va avoir d'autres petites spécificités aussi quand même avant. Là je pense en fait au système de chapitres sur YouTube, donc ce sera peut-être plus pratique pour organiser ça. C'est de vérifier certaines choses que vous voyez aussi. Ça c'est bien pour ceux qui programment dans d'autres langages, donc je vais l'aborder, vous l'indiquer. À aucun moment je n'ai fermé mon fichier. Évidemment, C++ est suffisamment évolué, d'accord, pour gérer la responsabilité, donc selon les contextes, la portée en fait des choses, comme on le verra plus tard avec les pointeurs, etc., pour en fait désallouer, donc libérer la mémoire utilisée par des ressources qui ont été en fait initialisées avec lesquelles nous avons travaillé. Donc dès que nous arrivons ici à la fin de la portée donc de ma fonction, donc main ici, et en fait c'est libéré. Il peut y avoir des moments, hein, c'est logique, où nous voulions fermer manuellement le fichier, d'accord, nous-mêmes, parce qu'on veut le rouvrir peut-être dans un autre mode, parce qu'on veut faire autre chose avec. Et dans ce cas-là, vous avez bien évidemment des méthodes. D'ailleurs, vous avez remarqué aussi que je n'ai pas fait de vérification, par exemple avec des exceptions ou est-ce que mon fichier était bien ouvert. Parce que finalement, si je fais ça, ce fichier n'existant pas, bon, si j'ai pas utilisé un mode qui permet de créer un fichier qui n'existerait pas, on va tenter d'ouvrir un fichier ici qui n'existe pas, et donc nous devrions avoir une erreur. Encore une fois, ici nous travaillons avec des flux. C'est-à-dire que il a été choisi, donc les constructeurs de C++ ont fait le choix de se dire, on va pas faire planter le programme, déclencher une erreur, on va juste dire de toute façon on a un flux, éventuellement la personne peut l'associer à un fichier, et soit ça marche, c'est bon, et le flux est associé à un fichier, soit le flux n'est pas associé à un fichier, mais pour autant le flux n'est pas une erreur, d'accord, il existe. Donc ce sera à vous éventuellement d'utiliser des outils pour vérifier qu'il y a quelque chose. Alors pour ça on n'a pas besoin d'aller chercher très loin, on peut tout simplement, donc par exemple avant de faire tout ce que j'ai fait là notamment, et de passer par la petite méthode isOpen. Voilà. Et si effectivement votre fichier a été ouvert, normalement c'est tout bon. Alors là je vais faire ça. Voilà. Oui, il me semblait bien que ça allait poser problème, parce que l'actu, voilà, comme il avait tout surligné, hop. Et donc si le fichier est ouvert, je fais des choses dessus, je fais de la lecture. Sinon, c'est qu'a priori il y a une erreur, vous pouvez l'afficher, vous gérez ça, mais vous avez en tout cas cette petite méthode pour le faire. Bon, je vais recompiler pour être sûr, parce que vous savez d'un langage à l'autre, des fois que je me gourre pas dans les noms, mais normalement non. Hop, il n'y a pas de problème, voilà. Par contre, j'ai mis une petite... voilà, ça suffit, hop. Donc ça fonctionne très bien. Donc ça, petite méthode, si vraiment vous voulez vous assurer que le fichier est bien ouvert, parce que essayer de lire des informations sur quelque chose n'avez pas, ça ne fera pas forcément planter le programme, c'est juste que vous aurez des chaînes vides, voilà, éventuellement, parce que ça de toute façon de base c'est une chaîne vide. Donc si au pire vous essayez de mettre du rien dans une chaîne vide, ça restera une chaîne vide, et donc vous afficherez une chaîne vide. Donc il n'y aura pas de plantage, c'est ça que je veux dire, ça ne va pas forcément planter, et c'est pour ça que ça ne déclenche pas d'exception, ce genre de choses. C'est vous aurez un flux mais qui n'est pas associé à un fichier, tant pis. Voilà. Mais à vous, évidemment, en tant que développeur, de faire les vérifications d'usage dans tous les cas. C'est pas parce que ça ne plante pas que du coup l'information est bien là, que vous avez le comportement ou l'information que vous vouliez qui était attendue. Donc c'est à vous de faire ces vérifications là. Pour fermer le fichier, encore une fois, si vous devez le faire avant que ce soit fait par le destructeur, on en parlera par la suite, c'est-à-dire qu'on a le destructeur des flux, parce qu'ici nous travaillons avec des objets, on n'a pas encore abordé tout ça, ce sera plus tard, et bien en fait automatiquement c'est lui qui va faire appel en fait aux méthodes pour pouvoir fermer le fichier, libérer la mémoire, etc. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin de le faire avant
le passage de ce dernier, parce que vous voulez ouvrir le fichier tout de suite après pour d'autres opérations, bien vous avez bien évidemment, c'est pour ça qu'elle existe, la méthode close. Voilà. Donc vous l'appelez à partir du fichier. Alors ça pareil, c'est une notation qu'on n'a pas encore vraiment vue, parce qu'on n'a pas abordé la programmation objet, mais c'est des choses que vous apprendrez à faire et que vous comprendrez correctement par la suite, ne vous en faites pas. Comprenez simplement qu'ici, au lieu d'avoir une simple fonction comme on l'avait jusqu'à présent, comme ce que nous avons vu sur la vidéo dédiée, on part ici de notre variable. Voilà, on verra comment ça fonctionne, c'est un objet. On met le point comme opérateur et ensuite le nom de la fonction. Donc là en fait c'est inversé. Voilà. On fait pas ceci. En mode comme vous l'avez vu jusqu'à présent, vous aurez plutôt vu ça comme ça. Et vous verrez que par la suite, avec la programmation objet, on fait plutôt justement sous cette forme et vous comprendrez pourquoi. Donc là, est-ce que mon fichier est ouvert? Donc ça envoie un booléen et si oui, on fait les opérations. Pareil pour close, mon fichier, je veux le fermer. Petit point virgule bien sûr, et voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour sur ça, l'ouverture, la fermeture, on va dire en amont du fichier, s'il est ouvert, parce que de toute façon c'est le minimum à voir par rapport à ça. Donc on va passer à l'écriture. Maintenant on peut aborder ça. L'écriture, donc vous voyez que je ne vais pas créer le fichier. On va faire ça sur un nouveau fichier. Je vais mettre data. Et on va passer par OF, output file stream. Donc on change. Et là par défaut, ça ouvre avec ce mode. Si vous ne le voyez, je ne précise pas parce que par défaut, il prend ce mode-là. Donc ça fait économiser quelques caractères ici dans mon code. Donc même chose, vérifier qu'il est bien ouvert. Et après, comme avec cout, donc là on inverse les chevrons ici au niveau de la lecture, la gestion du flux. On dit dans mon fichier, je mets l'information que je veux. Voilà, je ne vais même pas mettre de retour à la ligne, on va juste faire ça. On va recompiler tout ça. Le fichier s'est créé, on va l'ouvrir, et vous allez avoir l'information qui est bien enregistrée dedans. Donc ça, c'est tout l'intérêt, vous allez pouvoir comme ça écrire des données partout. Donc, par exemple, si vous voulez sauvegarder, vous faites un petit jeu, vous avez dans des variables sauvegarder le score des joueurs, vous devez sauvegarder ces scores pour une prochaine partie en prenant en compte leur score d'avant, vous pouvez l'enregistrer. Voilà, vous passez les variables directement ici, et vous avez les valeurs qui sont faites. Donc si, mettons, on a le score int score joueur, voilà 114, vous avez bien compris le principe. Je recompile l'histoire de dire, mais bon, je pense que c'est suffisamment clair, il n'y a pas de problème. Alors par contre, j'ai temps d'attente qui est un peu long. Pourtant j'ai rien qui tourne sur l'ordinateur. Ah, je l'avais aussi ouvert là, donc c'est peut-être pas non plus l'idéal. Des fois ça se met à jour mais pas toujours. Non, il ne l'a pas exécuté. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais tout va bien. Voilà, et comme ça vous avez le score qui est enregistré pour avoir toutes vos informations et ensuite les relire. Voilà, vous pourrez, en chargeant une sauvegarde, chargeant des données, vous pouvez lire le fichier précédemment créé, des scores, peu importe, et vous pouvez travailler. Donc vous comprenez, je pense maintenant à ce stade le principe. Le but de sauvegarder comme ça des données persistantes, c'est qu'ensuite on peut relancer notre application, charger des données, charger une sauvegarde, charger des informations de configuration. Donc c'est de la lecture ici, si on doit les charger. Et hop, on récupère l'information qui a pu être mise à jour, écrite précédemment. Et on ne perd pas l'information parce qu'on a quitté notre programme. C'est là tout l'intérêt. Comme tous les fichiers, quand vous faites du traitement de texte, quand vous faites du montage vidéo, si vous faites du graphisme, que vous faites du dessin sur des logiciels, etc., des schémas, c'est exactement pareil. On sauvegarde des fichiers pour pouvoir revenir sur notre travail, reprendre où ça en était. On ouvre un fichier précédemment sauvegardé. C'est exactement le même principe. Donc il n'y a vraiment pas de piège à ce niveau-là. On va pouvoir également donc voir vite fait les modes et après on reviendra sur la lecture, parce qu'il y avait d'autres moyens de lecture, même si on avait déjà vu avant avec CIN, mais je ferai un petit point, j'ai pensé entre temps pour la lecture, pour notamment lire des lignes, parce qu'on a vu comment lire les mots, mais on n'a pas forcément vu comment lire une ligne complète. Donc même si on l'avait vu avec CIN, je referai un petit point quand même dessus pour terminer la vidéo. Donc je vais revenir sur la lecture après. Les différents modes qui sont donc disponibles, pour faire simple, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sont faciles c'est quand même facile à retenir. Donc mode, quand vous êtes en écriture, donc off-stream, c'est le mode par défaut. Sinon vous êtes en input, d'accord, donc in-out. Okay, pas de problème à ce niveau-là. Si vous voulez ouvrir un fichier binaire, donc être en mode binaire, là vous allez travailler avec binary. Voilà.
Donc par exemple, si vous voulez un jour vous amuser ou vous exercer, hein, vous dites bah tiens, quel exercice je pourrais faire pour réviser un petit peu la gestion de fichiers, même si c'est pas forcément le plus simple, surtout quand on découvre la programmation, qu'on découvre un peu tout ça, bah, c'est par exemple de mettre votre fichier, une image ici, mettez une image, ou pas forcément une image énorme, hein, juste un petit fichier image de 20 pixels, voilà, vraiment une icône, un logo, peu importe, et vous l'ouvrez en mode binaire, parce que votre image voilà, doit être ouvert en mode binaire. Ce ne sont pas que des caractères, il y a une suite d'octets en fait, une signature, etc. Donc en ouvrant en mode binaire, en essayant de lire l'information, bah, vous pourrez en fait lire le contenu de votre image. Et si vous même vous ouvrez ça en écriture, bah, vous pourriez modifier des pixels votre image. Voir un peu. Alors, vous allez peut-être faire ça un peu à l'aveuglette parce que vous ne savez pas forcément comment, quelle est la signature d'un fichier image, à quel octet il faut modifier l'information pour que ça change tel pixel à tel endroit. Mais même en vous amusant un petit peu, de toute façon, il n'y a pas de problème. Bah, vous pourrez, même si c'est un peu aléatoire ou vous ferez ça un petit peu au pif, et bien changer quelques couleurs éventuellement de votre image en analysant à la lecture un petit peu ce qu'elle contient, ou même en ouvrant l'image dans un éditeur hexadécimal pour voir un petit peu où sont les données et puis trouver le bon endroit pour faire éventuellement des modifications. Donc vous avez moyen de vous exercer un petit peu, en tout cas en mode binaire, de cette manière-là. Donc c'est pour ça que je voulais l'aborder rapidement. Après on a différents modes, parce que ici vous avez vu le mode tel quel quand on est en lecture-écriture, bon, on va directement enlever ce qu'il y avait dans le fichier. Donc ça va en fait écrire sur le fichier ou éventuellement lire l'existant. Donc on peut retrouver aussi d'autres modes en fonction de ce qu'on veut faire. Si par exemple on veut tronquer le fichier, d'accord, pour de l'ouverture ou même, parce qu'on a, on a soit en fait avec de l'ouverture, soit avant chaque écriture. Donc vous avez std.ios trunk et vous avez std.ios ate at the end en fait. Donc ici ça va ouvrir le fichier tout à la fin et ici avant chaque écriture en fait ça va se placer à la fin. Donc ça tout dépend de ce que vous faites avec votre fichier. Donc là on est en mode texte hein, surtout, mais vous avez comme ça ces différents modes. Donc avec ça vous avez largement de quoi faire pour manipuler vos fichiers en C++. Ça je vous les ai énumérés rapidement parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est bien de voir un peu tout ça. Je pense pas qu'il y en ait d'autres comme ça de tête, il me semble pas. Mais je pense qu'on a la totalité ici. Voilà pour ce point. Donc on a vu comment lire des données, comment écrire des données, on a vu quelques modes, comment vérifier qu'un fichier a bien été ouvert, comment fermer éventuellement prématurément un fichier, si bien sûr il y a besoin de le faire, sinon ne le faites pas, ça sert à rien. Laissez en fait le langage, le compilateur, etc. tout de se charger en fait de la libération des données. Tout est fait en fait, il n'y a pas besoin de vous en occuper, sauf si manuellement vous devez fermer le fichier parce que vous devez le rouvrir tout de suite après pour d'autres traitements. Donc vous voyez en tout cas par rapport à ça. Et pour terminer, j'ai oublié un autre, attendez, je viens d'y penser, parce qu'on en a un aussi pour ouvrir à la fin, c'est-à-dire qu'on met les données à la fin, c'est app, pour append, j'avais oublié aussi celui-là. J'ai dit, il n'y en a pas d'autres ici, vous voyez, ça m'est revenu, bon, désolé, parce que des fois je reprends des trucs, mais il y a ça aussi, voilà, celui-là qui est un mode aussi pour écrire à la fin. Donc en gros, ça va pas enlever ce qu'il y a dans le fichier, d'accord, comme par exemple le ferait lui, il va pas effacer ce qu'il y a, c'est juste, il va passer les données à la fin. Donc si vous écrivez dans un fichier, vous fermez ce fichier et qu'ensuite vous le réouvrez, d'accord, avec ce mode-là, et bien à chaque fois tout ce que vous allez écrire va se mettre à la fin du fichier, va se rajouter à la fin, donc ça va jamais rien effacer. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voyez pas trop quelle est la différence entre ces différents modes, plutôt que de me poser la question parce que vous n'avez pas trop compris la vidéo, bah, testez-les tous en fait. Faites de l'écriture en testant chaque mode, au moins déjà ces trois-là pour bien comprendre avec ceux-là, et puis comme ça bah, vous saurez, voilà, vous prenez vos notes et vous saurez quelle est la différence entre chacun. C'est très clair et on comprend très bien en faisant quelques petits tests, en écrivant quelques programmes, donc ça va tout seul. Et pour terminer, le petit point que j'avais oublié, que j'aurais dû aborder avec la lecture tout à l'heure, ça aurait été plus pratique, mais c'est pas bien grave, c'est pour de la lecture un peu plus longue, c'est-à-dire que si on va revenir sur notre fichier Animals ici, donc tout à l'heure ce qu'on avait fait c'était ceci, donc là je rappelle par défaut on a une ouverture en in comme ceci, et ensuite on avait vu qu'il fallait directement avoir donc comme ça. Faut que je le crée de l'autre côté, mais c'est pas grave. Je l'ai fait un peu plus bas. On a besoin là. Hop. D'accord. Et ici, je vous ai expliqué, bah, vous êtes obligé à chaque fois de refaire une lecture pour lire en fait chaque mot un par un, que c'est assez long. Donc c'est pas forcément, on va dire, l'idéal. Si on doit lire par exemple ligne par ligne, on a souvent besoin de faire ça en programmation. Parce que là, vous voyez qu'on lit mot par mot, parce que dès qu'il y a en fait une espace, hein, dès qu'il rencontre ici une espace, automatiquement, hop, il arrête la lecture. Donc il ne prend l'information que jusque là.
Donc ce qu'on peut faire, on l'avait déjà vu avec CIN, j'aurais pu ne pas le raborder, mais après tout ça va pas mal de faire un petit rappel à ce stade, parce que ça remonte quand même à pas mal de vidéos avant, donc c'est pas bien grave de faire un petit rappel. C'est getLine, vous allez pouvoir utiliser getLine, et mieux, parce qu'après quand vous lisez, vous voulez pas forcément récupérer les retours à la ligne ou récupérer les espaces blancs qu'on peut avoir par exemple ici, et ben c'est de le coupler à WS, donc std WS, qui va permettre d'enlever, d'accord, d'ignorer, supprimer en réalité même ces caractères-là. Comme ça, vous lisez toute la ligne, vous enlevez éventuellement tous les espaces qu'on peut avoir en début de ligne, et on enlève le retour à la ligne parce qu'on ne veut pas afficher un retour à la ligne, d'accord, ça n'a pas de sens. On met le retour à la ligne éventuellement si on le veut, mais on ne veut pas afficher un retour à la ligne. On va enregistrer, on va afficher surtout ce qu'il y a dans notre fichier, c'est ça qui nous intéresse. Donc ce qu'on peut faire, au plus simple finalement, donc je vais le laisser tel quel là, ce sera très bien comme ça, on va faire std getLine, notre flux, donc le fichier, on met ça dans WS pour supprimer, comme je vous ai dit, les espaces, le retour à la ligne, et alors là ça va être plutôt, on va appeler ça line, parce qu'en réalité là on n'a pas qu'un nom, on a une ligne de fichier, et là on va afficher la totalité. Donc voilà, j'aurais pu vous montrer ça tout à l'heure, mais au moins, mieux vaut tard que jamais. Et vous voyez qu'on récupère la totalité de la ligne. Si je refais bien sûr appel à ceci, eh ben on va faire la même chose, chaque ligne. Donc là pareil, je ne vais pas le montrer en code encore une fois, vous avez compris. Si vous voulez afficher tout ça, et bien en fait vous passez par une boucle. Donc en gros, tant que votre fichier en fait existe, c'est-à-dire que tant que votre flux ici a quelque chose à lire, et bien si vous le testez dans une condition, tant qu'il est vrai, c'est qu'il y a quelque chose à lire, donc vous pouvez faire appel à getLine et ensuite l'afficher. Et ça va s'arrêter à la fin. Donc je n'ai même pas besoin de montrer le code, ça vous fait comme ça un petit exercice de fin. Vous pouvez faire en 20 secondes, c'est encore 20 secondes, je suis gentil. C'est beaucoup moins que ça, mais parce que c'est vraiment très simple. Donc il suffit de vérifier, tant que ça est vrai, hop, on lit la ligne, on l'affiche, et comme ça vous aurez, en fait, vous pourrez même écrire votre petite fonction pour lire en fait la totalité d'un fichier, voilà, du début à la fin. Donc ça, très facile à faire. Donc c'est pratique. Vous avez vu, pas beaucoup de choses à manipuler d'outils. On travaille avec quelques objets, même si on reviendra dessus, parce qu'on n'a pas encore vu tous ces concepts-là, en programmation objet, à ce stade du cours en tout cas. Donc vous allez apprendre après ce qu'est un objet, une classe, une structure, des méthodes, des attributs, etc. On va aborder tout ça par la suite, en tout cas dans le cours, hein. D'ailleurs même assez bientôt, parce que je pense qu'on va avoir une prochaine séance là sur autre chose, et après on va passer comme ça à un nouveau chapitre, et ça devrait être a priori, sauf si je fais des changements d'ici là, mais on abordera je pense la programmation objet juste après, donc ce sera le prochain chapitre du cours C++. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de difficultés, puisque toutes ces choses-là, vous l'avez quand même, pour beaucoup, vu avant, on l'a vu beaucoup, parce qu'on a déjà manipulé des flux, en fait, depuis le tout début du cours, quasiment, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout étranger avec ce que vous avez l'habitude de faire en C++, et vous avez de toute façon les commentaires pour d'autres questions. Si vous êtes bloqué, vous n'avez pas compris quelque chose que j'ai pu expliquer, ou que j'ai été un peu vite sur certaines explications, donc n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.